Bienvenue à vous, merci d'être là. Merci à vous. Alors vous êtes présidente de la commission spéciale de la loi Pacte, votée donc cet après-midi, on vient de voir les images. Vous êtes aussi députée de la République En Marche de Paris. On va revenir dans le détail sur cette loi, c'est promis, mais impossible de ne pas évoquer ce remaniement qui se fait attendre une semaine jour pour jour après la démission de Gérard Collomb. Vous savez pourquoi ça coince ? Écoutez, moi je m'étonne de l'étonnement global de ces dernières heures et de ces derniers jours. Un ministre de l'Intérieur a démissionné, c'est un poste important dans une équipe gouvernementale. Je comprends que le Premier ministre et le Président prennent quelques jours pour peut-être en profiter pour réaliser des ajustements un peu plus larges que le seul ministère de l'Intérieur. Tout de même, ce que ça révèle tout de même, il y a quand même des turbulences, mais ça révèle aussi peut-être une difficulté avec les ressources humaines, un manque de poids lourds politiques à recruter. J'entends bien, parce que j'ai pas mal parlé en médias aujourd'hui, et j'entends qu'on essaye de me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire. Je pense que c'est un joli proverbe de Cyrus, prendre le temps de la réflexion, ça n'est pas perdre du temps. Je pense que le remaniement, et ça a été l'objet de critiques il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu le réajustement avec l'entrée de M. Dussopt et de Mme Jenny Stéphan, on disait que c'était un réajustement, pas un remaniement, il fallait peut-être faire un remaniement plus large, etc. Là, on est dans une optique peut-être de remaniement un peu plus large, avec plusieurs modifications. Je ne suis pas choquée que ça prenne quelques jours. Quant au vivier dont vous parlez, je suis désolée, mais le banc de touche. Le banc de touche. Vide de poids lourds politiques. Et alors, il n'est pas vide, ce vivier. Vous voyez, par exemple, il y a un jeune homme qui n'a pas 40 ans, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes, qui est quand même quelqu'un qui vient de rentrer à la Commission des Finances, qui établit un travail remarquable, qui est vice-président d'ailleurs de la Commission des Finances, qui a travaillé sur le droit à l'erreur dont vous parliez, qui sera certainement l'an prochain le rapporteur général du budget. Ça fait partie, si vous voulez, des personnalités, au même titre que beaucoup d'autres, et Richard Ferrand en a cité, et je le remercie parce que j'en faisais partie, mais je voudrais citer tous les autres, dans le JDD ce week-end. Nous avons beaucoup de profils très prometteurs dans la majorité. Après, je pense que l'équation est difficile. On a dit et on respecte la parité, un homme, une femme. On a dit et on respecte société civile et expérience politique. On a dit et on respecte l'équilibre des territoires. Et vous comprenez bien que lorsqu'un ministre ou peut-être un candidat passe, ça rebat toutes les cartes. Ça fait toujours un casse-tête de toutes les façons, et c'est vrai que vous n'êtes pas le premier gouvernement à prendre du temps dans ces moments délicats en politique. Tout de même, quand le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, parle d'un second souffle que doit donner ce remaniement, de quoi parle-t-il ? Si c'est pas pour changer de politique, si c'est juste pour changer quelques visages, est-ce qu'un remaniement peut suffire à donner un nouvel élan ? Oui, et je vais poursuivre ce que disait Laurent Saint-Martin il y a quelques instants sur votre plateau, et je comprends tout à fait le signal fort envoyé par Édouard Philippe, qui ne remet pas sa démission et qui ne fera pas de discours de politique générale. Alors ça veut dire quoi ? La continuité, changement dans la continuité ? Clair, nos objectifs sont clairs, notre cap est clair. Que nous ayons à changer certains porteurs de la politique. Vous savez, ministre, en latin, ça veut dire serviteur. On sert une politique. Notre cap économique est très clair. Notre cap social est très clair. Qu'on fasse des ajustements sur les hommes et les femmes qui portent les programmes, oui. Qu'on change de programme, non. Et je pense que le geste et l'annonce d'Édouard Philippe, ce soir, est importante. Il n'y a pas de discours de politique générale. On ne dévie pas de la ligne qui est la nôtre et on n'en dévie pas, surtout quand c'est difficile, parce que vous allez arriver, j'imagine, dans quelques instants, en me disant que les sondages sont mauvais, que le pouvoir d'achat est en berne. La rentrée est difficile. Il y a des difficultés. On a eu l'affaire Benalla, effectivement, les sondages dégringolent. Deux ministres, et non des moindres, deux ministres d'État, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, qui démissionnent. C'est une grosse crise que traverse ce gouvernement. Je vais le dire avec toute la franchise qui me caractérise et à l'aune de votre expérience, parce que vous avez quand même une certaine expérience politique en tant que journaliste politique. Je vous remercie. Qui, en 2017, qui a dit que ce serait facile ? Vous savez, moi j'avais une entreprise, j'étais sorti de la vie politique complètement. On sait très bien, avec 24% et avec un Front National au second tour, on sait très bien que la situation est compliquée. On sait très bien, et je vous rappelle les premiers mots du président, et là je suis très sérieuse, la tâche qui nous attend est immense, notre responsabilité est immense. Nous savons ce que nous avons à faire. Et on n'a pas dit que ça allait être facile. Et on n'a pas dit que ça se ferait dans la joie, la bonne humeur et avec des super sondages. C'est dur, et c'est là qu'il faut tenir. On en vient à la loi Pacte, si vous voulez bien, cette grande loi que d'aucuns critiquent comme étant une loi fourre-tout, d'autres au contraire une grande loi pour la croissance des entreprises, pour la transformation du paysage économique. Qui faut-il féliciter ? Parce que cette loi a été préparée très en amont.
avec tous les acteurs, beaucoup d'associatifs, énormément de chefs d'entreprise. C'est Bruno Le Maire qu'il faut applaudir. Ça y est, c'est voté. On nous avait prédit des passes d'armes à n'en plus finir. Ça y est, c'est voté. Alors oui, c'est d'abord et avant tout Bruno Le Maire et Delphine Gény-Stéphan qui étaient à ses côtés. Bruno Le Maire a fait un formidable travail avec les parlementaires. Vous l'avez dit, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, avec des binômes de parlementaires, avec beaucoup de concertation. C'est une méthode, vous saviez, avant on parlait de co-construction, c'était souvent plus un mot qu'une réalité. Force est de constater qu'il l'a appliqué et c'est d'abord et avant tout une très belle victoire pour Bruno Le Maire. Mais je dois dire aussi que l'équipe, parce que moi j'aime le collectif, sinon je ne serais pas là, l'équipe qui a été constituée autour modestement de la présidente, avec un rapporteur général, Roland Lescure, et avec les rapporteurs thématiques. On a travaillé en équipe, chacun dans son couloir, et force est de constater que ça a fonctionné. Pour autant, il y a encore des craintes. Bien sûr. Le Sénat, peut-être, sera là pour les lever. En tout cas, c'est un texte qui facilite la participation et l'intéressement pour les salariés. Une partie de l'opposition s'inquiète que cela n'incite les employeurs, au fond, à ne plus augmenter les salaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le blocage des salaires, à partir, c'est un des arguments de la France Insoumise notamment, à partir de cette ouverture plus grande à l'intéressement et à la participation des salariés aux fruits de l'entreprise. D'abord, je voudrais revenir sur l'ambiance quelques secondes, parce que des insoumis, je dirais, aux républicains, et ça a été signalé d'ailleurs tout à l'heure lors du vote, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, en tout cas dans une ambiance extrêmement respectueuse des uns et des autres, malgré nos désaccords de fond, et ils sont, pour ce qui concerne les insoumis, assez inaliénable en matière de vision de l'entreprise. Mais le respect était là. C'est un argument qui était au cœur, cette question des salaires. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je réponds en fait, avec un peu de pragmatisme et bon sens. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les salariés qui travaillent aient plus de pouvoir d'achat et aient plus de rémunération à la fin sur la fiche de paye. Qu'est-ce que je dis? Je dis que les salaires, même les salaires restant constants, ce qui peut arriver en période de crise, mais avec la croissance qu'on a, on peut espérer que les salaires soient plutôt en augmentation, en tout cas plus tôt. Mais à salaire constant, les dispositifs de participation et d'intéressement, c'est du pouvoir d'achat, tout bénef, en plus sur la fiche de paye. Donc moi, on peut prendre le sujet dans tous les sens. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que ceux qui travaillent, et notamment ceux qui sont les moins bien rémunérés, parce que, et vous savez, c'est la différence entre participation et intéressement, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais participation et intéressement adressent la réussite personnelle du salarié dans sa performance dans l'entreprise, mais aussi la réussite de l'entreprise. Donc, c'est un moyen d'être gagnant-gagnant et au point individuel et au plan de l'entreprise. Alors, je ne vois pas le sujet, à part un peu des postures politiciennes. Si c'est gagnant-gagnant, pourquoi, au fond, dans ce moment où une partie de votre majorité demande plus de justice sociale, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, n'a pas accédé à la demande de la majorité de conditionner cette participation, au fond, plus pour les bas salaires. En gros, les plafonner pour les très hauts salaires dans l'entreprise, pour mieux redistribuer les fruits de la richesse de l'entreprise quand elle produit davantage et qu'elle a des résultats à des salariés plus modestes. Bruno Le Maire et la majorité d'ailleurs, parce que je suis totalement derrière, a, je pense, pris la bonne position. D'abord, on n'a pas rien fait. Je vous rappelle, sans être trop technique encore, qu'on est passé de 4 passes pour la participation à 3 passes. C'est-à-dire qu'on a quand même élargi la participation. Il y a eu une proposition de passer potentiellement à 2 passes, qui pouvait être intéressante. Je pense elle ne correspondait pas à l'équilibre qu'on voulait développer. Retirée par les députés de la majorité eux-mêmes. Oui, elle a été retirée par nous-mêmes et nous l'assumons sans aucun problème. Et je pense que la rapporteure qui a fait un travail remarquable, Coralie Dubos, sur ces sujets pourrait en parler mieux que moi. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui allaient gagner peut-être un peu, mais il y en avait encore plus qui allaient perdre encore plus. Il faut aujourd'hui aussi faire les choses avec intelligence et c'est vrai que je pense que ce qu'on a fait en passant à 3 passes est important et on parlait du forfait, enfin on n'a pas encore parlé du forfait social mais on a parlé d'intéressement et de participation, c'est un dispositif de mesure le pacte, c'est pas une mesure, c'est un chapelet de mesures. Alors vous parlez de la responsabilité sociale et environnementale, le code civil va changer puisque cette nouvelle responsabilité sera inscrite dans le droit français. Franchement, est-ce que c'est pas un peu cosmétique? Ça va vraiment changer la vie, le sens du travail en entreprise? Alors d'abord, je suis contente, et je crois que c'est Dominique Potier, parmi les socialistes, qui le rappelait tout à l'heure au perchoir. Je suis contente qu'on ait eu ce débat. C'est un débat qui était un peu philosophique au plan économique sur la raison d'être. Faut-il inscrire dans le droit dur la raison d'être? Faut-il modifier le code civil de Napoléon pour ce faire? Et je pense qu'on a été ambitieux
Je vous le dis d'autant plus que je pense que si on ne l'avait pas fait, on nous l'aurait reproché, que de ne pas adresser ce qu'est l'entreprise dans un nouveau capitalisme. Je pense que ce qui a été fait est malin, que ça fonctionne un peu comme une fusée, c'est la fusée du chapitre 3, à 3 étages. Et le code civil est l'étage préalable aux 2 autres. Nous modifions le code civil, c'est-à-dire que nous intégrons dans le code civil le fait que l'entreprise n'a pas uniquement pour but de rémunérer des fonctionnaires. Elle a aussi à prendre en considération les enjeux... De rémunérer les salariés, vous voulez dire. Et les actionnaires. Et les actionnaires. Oui. Et les actionnaires. Donc c'est vraiment un vieux débat dans la théorie économique, on ne va pas le faire ce soir, mais c'est pas le seul objectif d'une entreprise. Aujourd'hui, une entreprise doit aussi prendre en considération, ce sont les mots et ils sont justes, les enjeux sociétaux et environnementaux. Je le dis d'autant plus que c'est principalement par la pression des consommateurs, qui est d'ailleurs fort intelligente là-dessus, que les entreprises sont obligées un peu de s'aligner. Premier étage, on modifie le code civil. Deuxième étage, et merci à Stanislas Guerini qui l'a porté, député de La République En Marche. Pardon, et qui a beaucoup travaillé sur ce texte, on met en place un nouveau statut d'entreprise dit à mission. C'est-à-dire que les entreprises qui veulent faire de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, leur ADN, pourront le faire. Troisième étage, on met en place un nouveau type de fondation qui s'appelle en gros les fondations d'actionnaires ou les fonds de pérennité économique, qui vont permettre aux entreprises, sur certains modèles qui existent déjà comme celui de Pierre Fabre en France, d'isoler dans une fondation du capital qu'on peut réserver aux salariés et qui peut financer des actions philanthropiques. C'est une fusée à 3 étages et pas juste changer le code civil. Peut-être produire davantage de sens et d'utilité sociale au travail. Et consacrer... On aurait pu en parler beaucoup plus, Olivia Grégoire. On aurait parlé des effets de seuil, c'était encore une dimension très importante des mesures de ce texte. D'un mot, parce qu'on va accueillir la chronique Europe de Richard Verly, d'un mot, les petites entreprises. On a reçu ici le représentant des toutes petites entreprises qui se sentent un tout petit peu oubliées avec ce texte. Qu'est-ce que vous leur répondez d'un mot? Un mot, c'est impossible, mais je dirais que... Il y a beaucoup de mesures pour elles. Il y a beaucoup de mesures pour elles. Ils ont l'impression que c'est davantage les PME qui sont concernées. Alors, je vais vous dire, et c'est pas une réponse de Normand, quand les TPE et les PME disent ce texte est pour les entreprises de taille intermédiaire, et quand les entreprises de taille intermédiaire me disent ce texte est un texte pour les TPE et PME, alors je pense que nous avons réussi. La balle au centre. Merci Olivia. Vous restez avec nous, Olivia Grégoire. Ça va vous intéresser, j'en suis sûre. On va parler Europe. C'est l'heure des lettres persanes de Richard Verly, que l'on accueille tout de suite pour sa chronique. Installez-vous, Richard, c'est tout de suite. Bonsoir Richard. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Comme chaque mardi, on vous retrouve, le correspondant à Paris du journal Le Temps. Alors, peut-être en préambule, je tenais à le signaler, mardi dernier, vous évoquiez l'Europe des mafias, ici même sur ce plateau, et ces journalistes assassinés au cours de leurs enquêtes. Chronique malheureusement d'actualité, puisqu'aujourd'hui, c'est la Bulgarie qui est en deuil après le meurtre de la journaliste Victoria Marinova. Je voulais le signaler. Aujourd'hui, vous allez alors là nous parler d'une réalité qui est tout aussi sombre, si l'on peut dire. Elle va nous plonger dans les heures les plus tragiques de notre histoire, à l'approche des élections régionales en Bavière, en Allemagne, ce dimanche, avec en embuscade des manifestations néo-nazies. Oui, alors d'abord, c'est promis, il y aura aussi des sujets positifs dans cette chronique sur l'Europe. Mais effectivement, pourquoi la Bavière? Parce qu'il faut se souvenir d'un événement passé dans l'histoire, mais qui est vraiment un événement tragique, c'est ce putsch que Adolf Hitler tente le 8 novembre 1923 à Munich, en Bavière. Il est à l'époque à la tête du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il y a autour de lui tous les dignitaires du Troisième Reich, Göring, Himmler, Hess. On connaît la suite, Hitler est arrêté, incarcéré, il écrit Mein Kampf, mon combat, cette apologie de la dictature et de la haine des Juifs. Pourquoi en parler? Parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, c'est une réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui se réclament de cette idéologie. Alors en Allemagne, évidemment, la propagande nazie est interdite, extrêmement férocement. Et pourtant, le mot néo-nazi, lui, il n'est plus tabou. Il y a quelques jours, à Berlin, un mouvement, Wir für Deutschland, nous pour l'Allemagne, a réuni plusieurs milliers de personnes. Selon les services de renseignement allemands, et c'est important, avant ces élections régionales en Bavière, il y aurait plus de 10 000 sympathisants néo-nazis en Allemagne. C'est une réalité qu'il faut regarder en face. Absolument, et sur l'Internet, il y a des youtubeurs qui diffusent leurs messages. De quoi on parle? Est-ce que c'est des mouvements politiques qui sont en train de germer dans cette région de l'Allemagne, ou est-ce que c'est carrément des mouvements sectaires? Parce qu'il y a un livre
qui parle de cela. C'est une ancienne militante néo-nazie, repentie aujourd'hui. Elle s'appelle Heidi Beneckenstein. C'est un livre qui sort en France ces jours-ci, que vous avez lu, Richard. Tout à fait. Et d'abord, je voudrais attirer l'attention sur son titre, « Coupable en toute innocence ». Cette jeune femme, au fond, elle raconte une histoire sectaire qui fait penser à ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui sur les mouvements salafistes, extrémistes, l'islam radical. Vous savez, ces femmes qui sont broyées, happées par l'engrenage de la propagande. Eh bien, elle raconte que c'est les néo-nazis qui ont fait ça en Allemagne. Elle raconte quoi? Des cours d'histoire sur les races. Elle raconte des travaux manuels pour les enfants où en pâte de sel, on fabrique des croix gammées. Et ça, ce livre, il est très important parce qu'il décrit une réalité alors qu'en Europe centrale, en Grèce, il y a un parti néo-nazi, Aube dorée, une réalité qu'on ne veut pas voir. Et que vous nous faites voir ce soir, Olivia Grégoire, ça semble inimaginable. Vous savez, au XXIe siècle. Ouais, avant de faire des études un peu d'économie, j'étais historienne. Je suis profondément inquiète de ce qui est, de ce qui est en train de se passer en Europe, profondément. Et l'alarme qu'a lancé Édouard Philippe il y a quelques mois au sein du groupe, à la rentrée, était vraiment à la hauteur de l'enjeu. Et je pense qu'on parlait de responsabilité. Notre responsabilité, je le redis, est immense et je suis inquiète sur ce qui se passe, très inquiète. Merci beaucoup. Véritable danger, donc, Richard, d'un mot, vraiment une réaction. Incontestablement, parce qu'on dit toujours, vous savez que l'Europe a au fond chassé les mauvais démons de l'histoire. Eh bien, on voit à travers cet exemple que les démons, ils sont quand même toujours là. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de Savoir Garde. Très belle soirée sur LCP. À demain.